Élèves, bonjour. Ravi de vous retrouver encore une fois. Nous continuons le travail dans le cadre du deuxième module, celui qui concerne l'œuvre de Mohamed Khaireddine intitulée « Il était une fois un vieux couple heureux ». Pour la leçon d'aujourd'hui, nous allons travailler ensemble sur une activité de lecture. L'objectif de cette séance étant de repérer les principales fonctions de l'incipit dans le roman. Alors, je vous propose le support. Nous allons travailler sur le premier passage qui commence du début. Qu'y a-t-il de plus fascinant et de plus inquiétant que des ruines récentes pour s'arrêter sur l'expression « pensait-il ». Avant de passer à l'étude de cet incipit, permettez-moi de vous proposer quelques conseils. Ce que je propose comme étape préliminaire, c'est de faire une première lecture. Ça pourrait être une lecture rapide. Alors, cette lecture va vous permettre de découvrir le sujet et va vous permettre d'avoir une idée générale sur le texte. Pour cela, je vous conseille de simplement de vous munir d'un surligneur, de prendre un crayon à papier, d'entourer les mots, les expressions qui sont peu claires et également de souligner les passages qui vont vous marquer. Bien sûr, une première lecture n'est pas suffisante. Je vous invite donc à faire une deuxième lecture. Cette fois-ci, la lecture doit être attentive, bien réfléchie, et ça va vous permettre, bien sûr, d'isoler d'autres idées. Et donc, ça va vous permettre de mettre l'accent sur l'idée principale et, bien sûr, des idées secondaires. Alors, la lecture est faite, la lecture de l'incipit que j'ai déjà délimité. On va passer à une petite contextualisation à partir de ce que nous avons vu dans la séance précédente. Donc, je vous passe une contextualisation comme rappel. Donc, nous travaillons sur un extrait de l'œuvre de Mohamed Khaireddine intitulée « Il était une fois un vieux couple heureux ». Le genre auquel s'inscrit cette œuvre, c'est un roman maghrébin contemporain et l'œuvre a été publiée pour la première fois en 2002. La première chose à faire en travaillant sur un texte extrait d'une œuvre, c'est de le situer. Situer un passage, c'est dire où est-ce qu'il se trouve, le situer par rapport aux événements précédents, le situer par rapport à toute l'œuvre. Pour le cas de ce texte sur lequel nous travaillons aujourd'hui, on sait très bien qu'il s'agit du texte d'ouverture. C'est le premier texte, donc il n'y a pas d'événement avant. Donc c'est le premier passage, c'est les premières lignes de l'œuvre. C'est ce qu'on appelle l'incipit. Traiter l'incipit, c'est le faire à partir de ses principales caractéristiques. Je vous rappelle, c'est ce que nous allons essayer de voir aujourd'hui. Les principales caractéristiques de l'incipit qu'on va essayer de chercher, de vérifier dans le passage présent. On passe maintenant. Nous avons lu le texte, nous allons essayer de l'identifier. Identifier un texte par rapport au genre, par rapport au type, par rapport à la focalisation, c'est-à-dire le point de vue narratif adopté. Pour le texte dont on parle, vous le savez, il s'agit d'un extrait d'un roman maghrébin contemporain. Nous avons eu l'occasion la dernière fois de travailler sur le genre. Nous avons expliqué le genre auquel s'inscrit cette œuvre. Pour le type du texte, pour définir le type de texte, donc, il faut toujours se demander ce que fait l'auteur. Qu'est-ce qu'il fait dans le texte? Et à partir de cette question et la réponse que vous allez donner, vous pouvez préciser le type ou bien ce qu'on appelle également la typologie textuelle. Pour le texte présent, il s'agit d'un texte à dominante descriptive. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce qui attire l'attention ici, c'est que le lecteur va se trouver devant un texte où l'auteur, ou le narrateur ici, d'accord, il fait une description, il présente. C'est pour cette raison qu'on parle ici d'un texte à dominante descriptive. C'est ce qui domine, la description. On travaille à partir des indices. Alors, on cherche des indices dans le texte qui justifient la réponse.
Donc, on peut trouver des procédés de caractérisation. Quand je parle des procédés de caractérisation, ce qui attire mon attention dans le texte, donc je pourrais trouver des adjectifs, des compléments de nom, je pourrais trouver des relatifs, je pourrais trouver plein de figures de style. C'est ce qui permet d'être sûr de ma réponse. Ce qui attire l'attention du lecteur également au niveau de ce texte, c'est la présence de certains éléments du discours. Vous allez donc être attiré par l'ouverture. C'est une ouverture qui est originale et le lecteur est attiré par cette question qui ouvre le texte. C'est une question rhétorique. Et par la suite, on va sentir que le discours est modalisé. C'est-à-dire, c'est un discours qui montre de temps à autre la présence du narrateur. Le narrateur ne s'efface pas. À un certain moment, il est présent. Il essaie de rendre clair ce qu'il éprouve, ce qu'il ressent par rapport à ce qu'il voit, par rapport à ce qu'il décrit. Donc, nous trouvons ici dans ce texte de la description et nous trouvons également des éléments du discours. Passons maintenant à la focalisation. On parle de focalisation et on parle également de point de vue narratif. Dans ce texte, il s'agit d'une focalisation 0 et on parle ici d'un narrateur omniscient. Un narrateur omniscient, c'est un narrateur qui partage avec le lecteur beaucoup d'informations sur le personnage, sur le lieu, sur ce qu'il dit. On sent qu'il maîtrise, on sent qu'il sait beaucoup de l'histoire. C'est ce que nous avons peut-être senti au début, c'est le pouvoir du narrateur de nous parler du passé de la vallée, le pouvoir également de nous parler du passé du personnage principal dont il va parler, à savoir Bouchaïb. Passons maintenant à l'énonciation dans le texte. Pour travailler, pour comprendre l'énonciation, on se pose un ensemble de questions. Ce sont les éléments principaux d'une énonciation. Alors d'abord, qui parle? Qui parle dans le texte? Nous avons un narrateur, celui qui raconte, celui qui va raconter l'histoire par la suite. Il s'adresse à qui? Mais bien sûr au lecteur. De qui ou bien de quoi parle-t-il? Alors, il parle de Bouchaïb et sa femme. Il parle également des habitants d'une vallée. Il parle également de ces différents changements qu'il constate et que la vallée a connus. Où se trouve ou bien où se situe l'histoire? L'histoire se situe dans une vallée. Plusieurs éléments montrent que c'est une vallée au sud du Maroc. Bien sûr, par la suite, on va se trouver chez le couple âgé, le couple dont parle le titre. Quand? L'ouverture de l'œuvre, du récit, nous parle d'un présent, il nous parle d'un passé. Il nous parle du passé, mais avant, il fait un descriptif du présent de la vallée. Puis, il va arriver au passé par un retour en arrière. Plusieurs indices le montrent, par exemple, depuis son retour au pays. Là, il parle du personnage principal. Pour comprendre finalement l'énonciation, il faut se poser la question suivante. Dans quel but? Dans quelle intention? Le narrateur ici, il cherche à informer le lecteur, à intéresser le lecteur, à attirer son attention. D'ailleurs, ce sont en général les visées, ou bien on peut dire les fonctions d'un texte d'ouverture. C'est ce que nous allons voir par la suite avec la problématique. Ensemble donc, nous allons essayer de répondre à cette problématique qui concerne le texte. À partir de la lecture, on peut se demander en quoi ce passage répond-il aux caractéristiques typiques d'un texte d'ouverture, c'est-à-dire d'un incipit. C'est ce que nous allons essayer de voir à partir des deux axes de lecture que je vous propose. Comme premier axe de lecture, nous allons essayer de travailler sur les éléments de l'incipit. Pour cette raison, nous allons mettre l'accent sur le cadre spatio-temporel et sur les personnages, pour passer par la suite au deuxième axe. Et là, nous allons travailler sur la description et sur les caractéristiques de ce lieu qui est décrit par le narrateur dans le premier passage.
Dans un premier temps, nous allons évoquer les ruines dont le narrateur a parlé, et par la suite, nous parlons du passé qui va être évoqué juste après le présent que nous trouvons évoqué au début du texte. Passons maintenant à l'analyse de ces axes de lecture. Le premier axe de lecture, comme je l'avais déjà mentionné, c'est les éléments de l'incipit. Alors, le cadre spatio-temporel contient deux éléments, l'ancrage dans le cadre spatial et le temps. Alors, pour répondre à ce point, pour préciser ce point, il faut bien sûr chercher des indices dans le texte. Une lecture attentive va vous permettre de le faire et va vous permettre de réussir sa tâche. Alors, l'histoire se situe où? Quels sont les lieux que le narrateur évoque? Qu'est-ce qu'il dit de ces lieux? Quelles sont les expressions qui sont utilisées par le narrateur pour pouvoir présenter suffisamment le lieu au lecteur? Alors, à partir du premier texte, on peut faire un relevé. De nombreux indices informent donc sur ce lieu, et c'est ce qui va permettre de situer le récit, l'histoire, dans une vallée, comme je l'avais déjà signalé, au sud du Maroc. Là, quand je parle de la vallée, donc ça rappelle le milieu rural, ça rappelle la montagne et la campagne, ainsi de suite. Comme un relevé, le lecteur est intéressé par le champ lexical de la faune et le champ lexical de la flore. Pour la faune, donc, il a parlé de reptiles, il a parlé de scorpions, il a parlé de rongeurs. Il a utilisé cette énumération de champs ou bien de termes qui appartiennent au champ lexical de la faune pour décrire le lieu. Puis, il a parlé de la flore. Pour cette raison, donc, on trouve donc nopales, on trouve buissons de ronces. Un autre élément également qui permet de situer l'histoire dans un lieu précis, c'est l'évocation de certaines manifestations culturelles, comme le Moussem Sidi Ahmed ou Moussa. Là, ça permet au lecteur, bien sûr, de situer l'histoire entre Tiznit et Tafraout. Et quand je dis Tafraout, bien sûr, ça vous rappelle un petit peu la biographie de l'auteur. N'oubliez pas, donc, Mohamed Khaireddine est né à Tafraout. Donc, ça pourrait, bien sûr, faire rappel à ces éléments. Alors, à partir de ces éléments, la description du lieu va donner à voir un espace qui va par la suite connaître des prémices de changement. D'accord? C'est ce qu'on va découvrir par la suite. Et c'est ce qui va nous permettre de dire qu'il s'agit d'un lieu double. Pourquoi double? C'est un lieu où coexistent deux éléments. Des éléments du passé et d'autres du présent. Le passé, il est présent avec les ruines et la main de décembre. Et le passé, le présent plutôt, est présent avec les nouveaux édifices, les villas. Donc les deux sont là. C'est ce qui donne à voir un lieu double. Des traces du passé, des éléments du présent. Le temps maintenant. Alors le temps, à partir de l'ouverture, on peut constater que le roman commence d'abord par un descriptif de l'état présent. Au début, on est au présent de la vallée. Par la suite, le retour en arrière va permettre de situer le récit dans un passé où les habitants de la région travaillaient leurs terres. D'ailleurs, il y a cette expression dans le passage. Donc, le temps dans le roman, je réexplique. Donc, le roman commence par un descriptif du présent, de l'état présent de la vallée. Le retour en arrière va permettre de commencer le récit et ça va installer le lecteur dans un passé, c'est le passé de la vallée. Et là, on va parler, bien sûr, des habitants de la région dans un temps différent par rapport à ce que nous avons découvert au début. On est toujours au niveau du premier axe de lecture et on passe maintenant aux personnages. Alors, le titre et la lecture du premier passage permet de découvrir un couple sans descendance, sans enfant.
Premier personnage présenté, c'est Bouchaïb. On parle également de sa femme. Alors, pour Bouchaïb, le narrateur nous parle suffisamment, nous dit suffisamment, et le lecteur découvre le personnage. Nous apprenons donc l'immigration et le retour au pays, sa jeunesse et ce qui caractérise sa jeunesse. Donc, le narrateur a parlé de vagabondage, il a parlé de l'errance. Il a parlé d'une jeunesse également dont il refuse de parler. Bouchaïb est un homme pieux, croyant exemplaire. Selon le narrateur, il est cultivé, il est clairvoyant, il est attaché aux origines. Et là, ça va nous permettre de revenir sur la thématique de l'œuvre de Mohamed Khayr-Din, la tradition par rapport à la modernité. Puis, il a parlé également de cette fréquentation régulière de Bouchaïb, la fréquentation des Moussam. C'était donc une manière pour présenter le personnage principal, avant de passer au deuxième personnage, sa femme. Ce que nous apprenons, c'est que c'est une femme d'origine montagnarde, attachée au mode de vie traditionnel. C'est une fine cuisinière. À partir de ce relevé des caractéristiques, le lecteur reconnaît maintenant le mode de vie simple de ces personnages. Il va comprendre qu'il s'agit pour leur vie d'un rituel précis de chaque jour. Et nous apprenons également que pour les deux personnages, il y a une source de vie, c'est l'échoppe à Mazagou. C'est ce que donc le narrateur partage avec nous en ce qui concerne les deux personnages. On va faire une synthèse partielle à partir de ce qui était avancé. Je vous rappelle l'objectif de cette séance. L'objectif de l'étude, c'est de pouvoir repérer les caractéristiques, les fonctions principales de l'incipit. Comme première étape donc, nous pouvons constater que le passage présente les caractéristiques d'un incipit. Comment? Il informe, il donne des informations. Sur quoi alors? Il donne des informations sur le lieu, sur les personnages, sur le temps, avec peu de précision. D'un autre côté, il permet de découvrir cette vallée qui a subi beaucoup de changements. Il permet également de se rendre compte de l'attachement de ces personnages dont il a parlé, donc à savoir Bouchaïb et sa femme, à une vie simple, la vie qui rappelle la campagne. Et puis, ça également permet de mettre en évidence cet attachement qu'il y a entre les personnages, leur vie et l'entourage, un entourage naturel. Voilà donc, on peut dire que l'incipit permet de découvrir tous les éléments qui sont nécessaires à la compréhension de l'œuvre. Alors, on passe maintenant à l'analyse du deuxième axe de lecture. Le deuxième axe de lecture, nous allons nous intéresser à la description. Le lecteur est en quelque sorte intrigué. Sa curiosité est suscitée. Pourquoi? D'un côté, il se trouve devant des ruines, et c'est ce que nous allons voir comme première partie de cet axe. Alors, le narrateur commence par un descriptif de ruines, et ce début de passage est dominé donc par un vocabulaire dévalorisant, un vocabulaire duquel se dégage une atmosphère inquiétante, une atmosphère inhospitalière. Donc, il a parlé de ruines, il a parlé de décombres, il a parlé des lieux qui sont vieux, des arbres qui sont plutôt vieux, squelettiques. Donc, ce sont des éléments qui montrent que le lieu est dans un état de ruine. Un autre élément permet d'avoir cette influence sur le lecteur, c'est la question rhétorique avec laquelle le narrateur cherche à impliquer le lecteur, à lui transmettre ce qu'il éprouve, à lui transmettre ses sentiments, son inquiétude. Il évoque au début, qu'y a-t-il de plus inquiétant? Avec cette question rhétorique, le lecteur est impliqué et sa curiosité est suscitée.
Cette curiosité va être renforcée donc par l'emploi, le rapprochement de ces deux termes fascinant et inquiétant. Donc nous sommes devant un lieu qui est fascinant. Alors il y a le charme, il y a la beauté, mais en même temps, c'est un lieu qui est inquiétant. Alors, on ne peut pas passer à un autre point sans parler de la modalisation. Les modalisateurs qui sont présents dans le texte révèlent la présence du narrateur. Et ça permet de traduire ce qu'il éprouve et ça renforce dans un autre sens l'effet du réel. À ce niveau, on peut repérer des adjectifs comme fascinant, triste. On peut repérer également les adverbes assurément. On peut repérer, parler également de sans doute, peut-être. Tout cela montre la présence du narrateur. Alors, dans un autre côté, il y a un passé au rythme des saisons. Alors, on a parlé d'un état de ruine, un état de désolation, un état inquiétant. Le narrateur, dans le même texte, va effectuer un retour en arrière, ce qu'on appelle également l'analepse. Cela va lui permettre de nous parler des habitants de la vallée et ça va permettre au lecteur également de découvrir les habitants, de découvrir les personnages principaux. Avant la ruine, ces habitants furent des habitants qui travaillaient leurs terres et ces ruines étaient des demeures. C'était des demeures, c'était les maisons tout simplement de ces habitants. Une autre analepse plonge le lecteur, encore une fois, dans le passé de la vallée, c'est-à-dire avant les ruines. C'est l'analepse ou bien le retour en arrière qui se trouve dans l'expression « il avait été la demeure d'un couple âgé ». C'est à ce niveau que le narrateur effectue le retour en arrière pour commencer l'histoire. Ce retour en arrière nous permet de découvrir une vie simple et paisible, en harmonie avec la nature. Et là, notamment, je parle de la vie de Bouchaïb et sa femme. Et à ce niveau, on va repérer un vocabulaire valorisant. Ce vocabulaire va installer un climat de paix et de tranquillité. Donc, nous notons l'expression agréable, prodigieusement, fantastique, paix, rayonnant, tout un lexique qui met en valeur, tout simplement, la vie au passé. Comme synthèse partielle, à partir du deuxième axe de lecture, on peut dire que la description de la vallée, ainsi que les expressions qui sont utilisées dans le texte, attirent l'attention du lecteur. C'est-à-dire, il suscite sa curiosité et le lecteur va être donc amené à chercher, à trouver des raisons pour ces ruines. Au passé, c'était paisible, c'était bien, c'était beau. Maintenant, c'est des ruines. Alors là, on a une certaine curiosité. Le lecteur est attiré par ces expressions. Le lecteur, donc, est impliqué dans le ressenti du narrateur. Il est intrigué par les changements qu'a connus la vallée. Et par la suite, le retour en arrière dont nous avons parlé révèle, dans un autre sens, le projet du narrateur de fournir une explication de cet état de ruine. C'est-à-dire, avec le retour en arrière, l'analepse, le lecteur s'attend à quoi? S'attend à ce qu'il y ait une explication de cet état de ruine. S'attend à ce que le narrateur explique les raisons. Pourquoi la vallée qui était belle, qui était en harmonie avec la nature, est dans un état de ruine? Où sont passés les habitants? Où sont passées ces maisons? Pourquoi sont-ils détruites? Pourquoi sont-elles dans cet état de ruine? Donc là, il va y avoir une certaine curiosité de la part du lecteur. C'est ce qui incite par la suite à la lecture. À partir des deux synthèses partielles, nous arrivons à une synthèse globale, générale, concernant le texte. Je vous rappelle l'objectif de la séance, ou bien de l'étude, c'était de repérer les principales fonctions de l'incipit. Alors, vous avez constaté donc que cet incipit répond aux caractéristiques de texte d'ouverture. Il permet donc de découvrir, il permet d'avoir une idée générale sur le texte. Ainsi, l'incipit de l'œuvre de Mohamed Khayr-Din répond aux deux principales caractéristiques d'un texte d'ouverture.
c'est-à-dire l'ouverture, c'est-à-dire le début, c'est-à-dire l'incipit tout simplement. De prime abord ou bien au début, il informe. Donc, il y a la fonction informative. Il informe sur quoi? Vous avez essayé d'être sûr à partir de cela, à partir d'une lecture que vous avez effectuée au début et la deuxième lecture, vous allez constater qu'il y a les personnages, il y a le cadre où se déroule l'action, d'accord? On indique également le temps et on indique également l'intrigue avec le retour en arrière. De surcroît, donc, le lecteur est tenté par les ruines qui ont succédé à une vallée qui vivait au rythme des saisons. Et là, on va parler de la fonction incitative. Elle intéresse, donc la fonction d'intéresser le lecteur. Alors, à partir de cela, le lecteur peut se poser plusieurs questions. Que s'est-il arrivé dans la vallée? Pourquoi est-elle en ruine? Avant de vous quitter, je vous laisse réfléchir avec ces deux questions comme une suite à la lecture que vous avez sûrement effectuée du passage. Selon vous donc, quelle est l'originalité de ce texte? Vous avez eu l'occasion de travailler sur des incipits. Alors, essayez de comparer, essayez de voir si ce texte a bien sûr une certaine originalité ou bien il ressemble aux autres textes d'ouverture que vous avez eu l'occasion d'étudier. Par la suite, je vous inviterai à dire si vous avez apprécié des expressions, si vous avez tout simplement si vous avez été marqué par certains passages dans le texte. À ce niveau, donc, nous arrivons à la fin de cette séance. J'espère qu'elle vous a été utile.